entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau numéro de l'Écho de la Résistance. Ce soir, nous allons parler d'un dossier qui est assez important en France et qui fait beaucoup couler d'encre. Le wokisme. Le wokisme est un fondement idéaliste qui est arrivé depuis 2010 aux États-Unis et qui maintenant est arrivé en Europe et plus précisément en France. Ce dogme Ah. Oh, bah écoutez, on a eu un petit couac ce soir. C'est pas grave, hein, de toute façon, c'est le direct, hein, c'est comme ça. Donc, on va continuer. Donc oui, je vous expliquais évidemment dans ce post-stop que effectivement, ce soir, on va parler de ce phénomène que nous voyons arriver en France et en Europe depuis quelque temps, qui est donc le wokisme, donc qui est un idéal de genre et de façon de voir les choses, et qui effectivement impose aujourd'hui certaines obligations, comme par exemple une certaine information sexuelle dans les écoles. Et cette information sexuelle pose problème à beaucoup de gens, car il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Ce soir, nous allons évidemment parler de ça et en débattre avec différentes personnes. Nous avons déjà Sylvie Charles qui, elle, va nous apporter plutôt, on va dire, une aide au niveau légal, droit, choses qui sont possibles de faire en France par rapport à ce que le gouvernement nous impose. Sylvie Charles qui est déjà venue dans notre émission et qui l'a justement et qui défend pas mal de dossiers contre le gouvernement. Nous avons Lise Philippe, donc qui elle viendra un petit peu plus tard parce que elle s'est excusée, elle avait des problèmes de santé, elle était encore à l'hôpital, donc elle pensait sortir un peu plus tard de l'hôpital. Donc on l'attend, on la récupérera au milieu de l'émission, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle est, elle, ici pour représenter les mamans qui sont un petit peu en colère par rapport à tout ça, elle nous l'expliquera très bien. Nous avons aussi Élise Malengro qui, elle aussi, ne va pas tarder à arriver et qui, elle, par contre, est professeure de mathématiques dans une école et aussi maman engagée, par contre, en Belgique. Nous avons Radia Oulepsir qui, elle, par contre, est une représentante de l'association Le Cercle de la Boétie et qui, eux, par contre, militent contre cette intrusion dans les écoles, cette intrusion sexuelle sur les enfants, qui est elle aussi une association en Belgique, mais elle nous expliquera ça tout à l'heure. Et nous aurons l'intervention un peu plus tard de Marie-Estelle Dupont, psychologue, qui répondra à un interview et nous expliquera en tant que thérapeute la problématique psychologique pour les enfants qui se retrouvent confrontés à ce genre de problème à l'école. Voilà. Alors, je vais commencer déjà par vous souhaiter à tous une bonne soirée. Je remercie à tout le monde, bien sûr, de nous retrouver sur nos différentes chaînes ou différents canaux, puisque vous savez que nous diffusons ce soir en direct sur plusieurs réseaux en même temps. Nous avons toujours, grâce au chat, la possibilité de récupérer vos questions que l'on posera à nos invités ce soir par le biais des personnes qui sont sur chaque réseau et qui nous envoient les questions. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vais commencer avec Radia. La première question. Alors, Radia, comment a commencé votre association, le Cercle de la Boétie, et quelle nécessité avez-vous eu à la faire, en fait, cette association? Bonsoir tout le monde. Alors moi je me présente, je m'appelle Radia Oulepsir. Belgique. Je suis mariée et j'ai 4 enfants. Le Cercle de la Boétie, en fait, je l'ai créé en 2020
pour justement développer l'esprit critique de la jeunesse. Déjà, je m'informais déjà de ce qui se passait en termes d'Evras depuis 2015. Je voyais les choses arriver et je voulais donc créer un espace où on pourrait construire plus tard des écoles privées, hors contrat, des classes pour essayer de les mettre à l'abri de cela. Entre-temps, on a eu la crise sanitaire qui fait que on a dû sortir des lieux où nous nous situons non loin de la rue Neuve, en plein centre-ville. On avait un côté espace, c'est-à-dire cuisine pour être autonome et prendre des professeurs que nous pourrons payer avec une économie circulaire et aussi nous occuper des précarisés, c'est-à-dire avec une forme de restaurant social, le côté aussi intergénérationnel entre les anciens, des retraités qui veulent retrouver un espace où se rencontrer autour des livres, autour de la lecture, autour de l'écriture peut-être de leur histoire, un endroit où on peut faire des conférences, des débats publics en toute démocratie, et vraiment même voir un lieu où ça peut être un petit peu houleux, mais justement c'est en se confrontant qu'on peut ressortir beaucoup plus fort et apprendre à se connaître au-delà de tous les clichés qu'on nous met au niveau de la télé et des médias, et pour parler vraiment des questions qui fâchent. Alors justement, Radia, parce que vous êtes en Belgique, alors je rappelle à nos téléspectateurs que Radia à l'origine est française, donc elle est parisienne à l'origine, mais elle s'est expatriée quelques années en Belgique, donc maintenant elle vit là-bas, et son combat évidemment se base là-bas. La Belgique est-elle réellement un pays de démocratie, comme on nous le fait croire, nous, en France? Non, puisque justement, avec le cas de l'Evras, mais on aurait plein d'autres cas à mentionner. Tout simplement pourquoi? Parce que, en fait, il faut connaître l'historicité de comment cela a été mis en place. Donc déjà, ce sont des associations de planning familial qui ont fait en sorte de mettre la mainmise avec des associations LGBT et des associations anti-religieuses, faut appeler un chat, qui sont accompagnés de sociologues, d'accord, notamment de l'Université libre de Bruxelles, et qui commencent à réfléchir à la question du genre. Alors, ils nous disent, je vous invite à regarder ce document qui a été un colloque qui a été fait en Belgique et qui a été une réaction par rapport à la manifestation pour tous, Manif pour tous en France, quand en France on s'est levé contre le mariage homosexuel. Donc ils ont rebondi sur ces phénomènes et ils ont fait un colloque, et je vous invite, ça s'appelle Abemus, que je ne dise pas de bêtises, je vais me retrouver le nom, c'est en 2015. Je l'ai écrit et je vais Abemus, enfin bref. Et donc vous avez un certain David Paternotte qui lui fait des études de genre. Alors ils disent la théorie du genre n'existe pas, mais on fait des études sur le genre. Donc vous avez autour de ça une panoplie de sociologues, de dits psychologues, mais qui ne sont pas pédopsychiatres, qui réfléchissent à comment enlever les inégalités hommes-femmes dans la société. Pourquoi donc vous avez aussi des associations que je dirais ultra-féministes qui ont viré complètement de bord. Pourquoi? Parce qu'elles sont associées avec des lobbies LGBT et queer, théorie queer. Donc on a creusé encore plus loin, où on décompose en fait l'être humain. Tu as ton sexe mental, tu as tes aspirations affectives, sentimentales, et puis tu as ton sexe biologique. Et il y a des schémas comme ça. Alors ils disent que les inégalités en fait viennent de, si vous voulez, de l'héritage, que en fait les parents en fait sont une pression sociale, si je dois faire court. C'est-à-dire que on leur transmet l'héritage, et l'héritage des représentations que nous avons envers nos enfants. Donc on répète le schéma dit inégalitaire dans la société. Et pour pouvoir sortir de ces schémas-là, il faut directement aller voir à quel stade de développement l'enfant. Ils ont inventé des concepts creux comme le genre, mais aussi la sexualité enfantine, qui commencerait
C'est-à-dire, quand est-ce que l'enfant, en fait, a conscience de son sexe? Conscience de son sexe. Vous pensez que l'enfant, parce que là, je vais évidemment faire cas de ce qui s'est passé donc dans une école, l'école donc ça s'appelle Simone de Toulouse, une école où des enfants de 5 ans étaient en quelque sorte découverts en train de faire des choses un peu particulières et qu'ils ne devraient même pas connaître à leur âge. Donc ça fait cas, c'est passé sur FR3. Est-ce que vous croyez réellement qu'un enfant de 5 ans comprend ces choses-là? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre complètement dans son intellect et qui est une normalité en fait? Donc là, je vais demander à Élise qui vient de nous rejoindre. Donc bonsoir Élise, justement professeur de Bonsoir. et qui en même temps qui est maman aussi, maman qui est un petit peu en colère, donc si j'ai bien compris. Est-ce que vous, avec tous les enfants que vous avez vus passer dans vos classes, est-ce que vous pensez qu'effectivement, ils sont à comprendre ce que les adultes essayent absolument de leur inculquer? Alors, bonsoir à tous. Je me présente en quelques mots d'abord. Donc, moi, je suis professeure de mathématiques et je suis maman de 4 enfants en bas âge. Donc, pour répondre à ta question, parce que je suis en lien avec beaucoup d'ASBL, d'associations ici en Belgique, donc je suis belge aussi. Merci d'ailleurs pour, pour ton accueil. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de sexualité avant l'adolescence, en fait. Quand je parle de sexualité, je veux dire, il n'y a pas de tel que l'adulte le conçoit. Donc c'est un peu comme l'enfant naît avec des jambes, mais il sait pas les utiliser. Il naît avec des organes sexuels, mais il n'a pas, voilà, ce sont des organes qui sont pas matures avant l'adolescence. Donc leur parler de sexualité, commencer à leur parler de ce genre de choses, c'est une intrusion dans leur psyché qui peut vraiment provoquer de graves traumatismes. Nous avons notamment en Belgique ici l'association Innocence en danger Belgique qui récolte de nombreux témoignages malheureux d'enfants qui sont traumatisés après des séances d'Evras, parce qu'en Belgique c'est Evras, c'est pas Evars, c'est un peu pareil, on s'en fout. Donc voilà, moi je suis scandalisée par ce qui se passe et ce qui est terrible ici en Belgique, c'est que nous, Radia et moi, on s'entend bien, on est devenus presque amis. On a essayé vraiment de mobiliser beaucoup de monde et ça a fonctionné en septembre l'année passée. Mais les médias sont très forts, hein. Ils ont eu très peur et enfin, voilà, ils ont toujours utilisé les mêmes systèmes. Voilà, il y a eu des incendies, on a été traité d'extrémistes, de complotistes, on a été vraiment mis sur le côté et voilà, maintenant il y a vraiment plus personne qui se mobilise ici en Belgique. On a fait une manifestation samedi dernier, c'est terrible, mais on est très très peu. Pas Alors grave. on est très peu. Non, c'est pas grave, mais enfin, je pense qu'on est beaucoup malgré tout à penser comme ça, parce que bon, depuis qu'on a fait ça, heureusement beaucoup de parents vont poser des questions, etc. Mais moi, par exemple, en tant que maman, moi j'ai retiré avec mon mari, on a décidé de retirer nos enfants de l'école parce que la situation est vraiment, elle est chaotique, quoi. Enfin, c'est très grave Mais ce alors, qui se passe. quelles sont les conséquences en Belgique quand vous faites ce genre de choses? Parce que, bon, la Belgique et la France, vous avez un système de gouvernance qui est, même législatif, qui est un peu différent de la France, donc ça ne fonctionne pas de la même façon. Mais quelles sont vos possibilités? Est-ce que légalement, vous avez le droit de faire ça en Belgique? De retirer nos enfants de l'école? Oui. Oui, oui, on a le droit de le faire. Alors Pour le moment. évidemment, oui, pour le moment, on a le droit de le faire. Je sais que cette année, ils veulent réduire de 50% le nombre d'enfants en enseignement à domicile. Mais non, non, on peut le faire, mais on a des inspections tous les 2 ans, ce qui est bien, ceci dit, ce qui est bien parce que voilà, malheureusement, il y a quand même des familles dans lesquelles ça dysfonctionne fortement. Et je rebondis sur la question de l'EVRAS, qui pour moi n'a pas sa place à l'école. Quand un enfant dysfonctionne, je veux dire, les enseignants le repèrent rapidement et on peut écarter les enfants plutôt que de faire des cours collectifs, c'est n'importe quoi. Donc, Oui, je mais fais ça, attention. c'est le législateur qui le décide. Quelle est la position du peuple belge par rapport à la décision de vos gouvernances de mettre ces choses en place? Est-ce que le peuple belge, à un moment donné, parce que, bon, moi, je me souviens très bien à l'époque, quand on parlait des brasses en Belgique, il y a eu effectivement des manifestations, mais est-ce que, grosso modo, ça a fait changer quelque chose?
Malheureusement, à l'heure actuelle, non. Malheureusement, non. D'où le fait que nous, en tant que parents, on a pris la décision et heureusement, on peut encore le faire parce que je pense qu'en France, c'est pas la même chose, de sortir nos enfants de l'école. Bon, il y a d'autres raisons qui nous ont poussé à le faire, mais ça en fait grandement partie. Donc non, malheureusement, en Belgique, pour le moment, ben, les choses vont plutôt dans un mauvais sens, hein. Radia pourra encore mieux en parler que moi parce qu'elle est très, très, très informée sur le sujet, encore mieux que moi. Parce que moi, j'enseigne dans le secondaire, hein, pas dans le primaire ni le maternel, hein. Je veux dire, Mhm. pas Oui, oui. à des adolescents, Oui, en gros. ouais, vous, c'est déjà des ados, donc forcément, bon, on a un petit peu, on a tous été à l'école, évidemment, on a Ceci tous fait de ceci la biolo, dit, on a, oui, ceci dit, dans une classe de quatrième secondaire, dans l'école dans laquelle j'enseigne, il y a eu un incident lors d'un cours d'éducation sexuelle. Alors, ils sont grands, vous allez me dire, hein, ils ont 16 ans, mais la dame, elle a montré ses seins, quoi. Donc, c'est pour montrer à quel point, d'un animateur à l'autre, ça peut, voilà, ça peut être superbement bien fait et en respect de l'enfant, de l'adolescent, peu importe, comme ça peut être tout le contraire. Et c'est ça qui est terrible. Voilà, c'est l'intimité. On touche l'intimité, enfin ah non, l'éducation de toute façon. Oui, on est plus dans le subjectif, là. Je veux dire, moi, quand je vous parle des cours que moi j'ai eus quand j'étais gamin, en biologie, on nous a appelé, on nous a montré un homme coupé en deux, avec le cœur, les poumons, les reins, les machins, enfin, tout ce qu'il y avait besoin, l'appareil génital, bien sûr, comment se passait la procréation, donc, la grossesse, 9 mois, voilà. Alors, toutes ces choses-là, on nous l'a expliqué, bien sûr, point. ben C'est-à-dire que bien c'est sûr. de la biologie qu'on a appris. Ça n'a jamais été plus loin. Moi, les gens qui me disent si on a fait, non, non, moi je suis désolé, j'ai bientôt 56 ans, je n'ai jamais appris autre chose que ça à l'école, de la biologie. Simple. Alors là, je vais me tourner vers Sylvie, et parce que là, on va parler aussi un peu de la France, on va parler par rapport à nos lois. Euh, Quelles sont les possibilités réelles des parents par rapport, je veux dire, à cette obligation, entre guillemets, est-ce que les parents français ont, comme en Belgique, la possibilité de dire, bah non, moi, écoutez, je retire mes enfants, c'est comme ça et c'est pas autrement. Faut mettre son micro, Sylvie, sinon ça va pas marcher. Alors déjà, la Voilà. différence entre la Belgique et la France, c'est que la Belgique, c'est une souveraineté d'État. Si je dois le schématiser, ça veut dire que la population belge appartient à l'État. Donc c'est l'État qui décide pour elle. D'accord? Nous, en France, on a la souveraineté de la nation. C'est nous qui avons la responsabilité de la France. Donc là, aujourd'hui, je veux dire, quand on pose une question, alors c'est intéressant ce que j'entends parce que c'est ce que nous on a découvert, c'est que quel que soit le pays aujourd'hui de l'Union européenne, on est tous mis à la même sauce. On a tous les mêmes directives qui tombent, puisque là, cette directive scolaire au niveau d'éducation sexuelle, elle nous vient quand même de l'OMS. Faut pas l'oublier quand même. C'est eux qui en sont les émetteurs. Et en plus, ils précisent pour l'Europe. Donc, c'est vraiment un package qui nous envoie à nous au niveau des pays membres de l'Union européenne. Il faut être clair. Ça, c'est une chose. Donc, au niveau de la France, eh ben, si les parents n'ont pas eu les explications concernant ces programmes, si ces programmes ne correspondent pas à ce qu'il faut, je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, les parents en France ont toujours l'autorité parentale, puisque là, aujourd'hui, si on laisse faire les choses, on est en train de glisser vers un retrait de l'autorité parentale. Il faut quand même pas le négliger. Donc oui, les parents peuvent retirer les enfants en précisant le pourquoi du comment. Puisque on Alors, ne peut pas pourquoi? avoir un discours du président de la République qui nous dit, qui fait en sorte de supprimer l'école à domicile par peur de radicalisation et de faire la même chose dans l'éducation nationale. Je vais dire, je suis désolée, mais les parents sont concernés parce que les enfants apprennent à l'école. Voilà, pourquoi les sanctions, pourquoi ces sanctions qui sont mises en place pour ces parents, on va dire entre guillemets récalcitrants, est-ce que les parents ont raison de retirer leurs enfants de l'école sous prétexte que éventuellement il pourrait y avoir des cours qui ne leur conviennent pas? Pourquoi la Belgique, qui justement est un peuple qui appartient aux gouvernants, parce que bon, évidemment, ils sont quand même en royauté, donc c'est monarchie, c'est Ouais, particulier, c'est alors parti, que ouais. nous sommes une république et que le peuple français est souverain, pourquoi nous sommes plus astreints que les Belges qui, normalement, c'est inversé.
Et c'est ça que je comprends pas, la différence entre les deux. Alors, parce que j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer beaucoup, parce que moi-même j'ai pas accès au niveau des médias, mais je suis passée sur Géopolitique profonde où j'ai donné les éléments, je l'ai expliqué. Aujourd'hui, notre Constitution française, elle est falsifiée. Oui, ça, bon, on en avait entendu parler, effectivement. C'est très important, je veux dire, elle est falsifiée, sauf qu'au cadre légal, c'est notre Constitution qui figure au journal officiel du 5 octobre 1958, qui est toujours légale et légitime. Voilà, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui on est confronté à une problématique qui est pas uniquement que la France, qui est vraiment, j'insiste fortement parce qu'aujourd'hui notre ennemi, il a un nom, il s'appelle l'ONU. C'est eux qui dirigent aujourd'hui l'ensemble des États. Donc c'est eux qui donnent les directives. Et au niveau de la France, ben on est une cible parce que nous avons la souveraineté de la nation et qu'il est très difficile d'intervenir sur l'ensemble d'une population pour lui faire abandonner cette souveraineté. Donc on Alors, l'attaque directement. alors, tout à l'heure, Sylvie, vous disiez que les parents en France avaient l'autorité parentale, ce qui, Oui. effectivement, normalement, devrait se faire. Comment se fait-il que les parents aujourd'hui en France, et ça c'est quelque chose qu'on voit depuis pratiquement 10 ans, c'est pas très vieux, toutes les actions qui sont menées contre les parents sont systématiquement de la sanction. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons énormément de dossiers, et même nous à la RDC, on a souvent des dossiers qui nous arrivent et on nous demande de l'aide pour des gens qui sont confrontés à l'ASE. Alors pour nos petits camarades belges, l'ASE, c'est ce qui était anciennement la DAS, qui a changé de nom. Aujourd'hui, ce sont des organismes qui prennent euh, en main les enfants qui, soi-disant, sont dans des familles à risque, mais tous les dossiers qui nous reviennent, on se rend bien compte qu'on n'a pas affaire à des familles alcooliques, brutales ou quoi que ce soit. On a en face de nous des gens tout à fait normaux qui travaillent, qui essayent d'élever leur famille comme ils le peuvent, et on leur enlève toute possibilité à ces gens-là, même aujourd'hui, même dans l'éducation, c'est qu'on va aller plus profondément dans l'éducation des enfants. Alors, ça ne veut pas dire qu'on veut prôner de mettre des raclés ou des machins comme ça, c'est pas la question. Mais nous n'avons plus le droit de punir nos enfants. C'est-à-dire que mettre son enfant, le punir dans sa chambre ou l'empêcher de faire, c'est soi-disant par les psychologues de la maltraitance sur enfants. Et ça, c'est un sujet qui pourrait faire que l'ASE vous tombe dessus et vous enlevez vos enfants. Donc, c'est pour ça que je pose la question à Sylvie. Est-ce qu'en France, on a vraiment encore l'autorité parentale sur nos enfants ou pas? Alors oui, on a légalement toujours l'autorité parentale, mais ce qui est difficile à faire entendre, c'est qu'aujourd'hui, on est victime de ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Oui, mais C'est alors un comment tu te défends contre ça? Parce que c'est ça le problème, en Ah, fait. ben, c'est justement la question. C'est exactement ce que nous on est en train de faire. Nous actuellement, on a déposé, on a fait un dossier d'entrée en résistance puisque notre constitution le permet. On l'a déposé le 9 novembre 2024. On n'a pas eu de retour. Donc, ce qui fait que comme on n'a pas eu de retour, c'est une confirmation de l'abus de pouvoir aujourd'hui qu'on a de nos politiques. Et donc là, aujourd'hui, il y a un dossier qui est en train d'être, enfin, qui est terminé là. Il est à la relecture et qui va être donné, où tous les chaînons qui interviennent sur l'État français est dénoncé, est mis dedans avec des noms et qui va être porté à connaissance et qui va être officialisé cette fois-ci officiellement auprès des instances comme la CPI. Voilà. Donc à partir de là, on pourra intervenir, on pourra réagir. Donc nous en France, le fait c'est que on peut réagir par ce biais-là, mais pour pouvoir rentrer en résistance, il faut démontrer que le gouvernement est en faute. Et là, on a suffisamment d'éléments pour les mettre en cause. Voilà. Est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on gagne? D'une façon comme d'une autre, je veux dire, il va se passer des choses puisque il faut quand même savoir que les choses ne sont pas dites ouvertement dans ce qui est fait en France. Je veux dire, là aujourd'hui, on voit, on a des mouvements. On a d'ailleurs les mouvements au niveau du gouvernement parce qu'ils ont eu, les politiques ont eu
les rapports qui ont été faits, hein, le rapport que je t'ai transmis d'ailleurs sur le terrorisme d'État, ils ont eu le deuxième, ils ont eu un courrier de 14 pages. Ça a fait beaucoup de bruit parce que ils se sont rendus compte qu'il y avait de la duperie, parce que il y a des faux en écriture qui se font entre eux quand même. Le Parlement s'est fait avoir plusieurs fois. On leur a fait voter des lois et derrière, tout a été modifié par des décrets, puisque les décrets, les arrêtés ne passent pas devant le Parlement, hein, c'est pris par le Conseil d'État. Et donc, ils ont des surprises. Ils voient des décisions qui ont été modifiées. Donc, il y a actuellement une discussion qui est en train de se faire entre ceux qui sont parfaitement conscients de ce qu'ils font au niveau du gouvernement. D'ailleurs, on trouve toujours les mêmes, hein, Darmanin et tout là. Et ceux qui commencent à bouger, qui commencent à se rendre compte qu'il est temps de remettre les choses d'équerre. Donc le train est en mouvement là, puisque les choses sont dites. D'accord. Il y Alors a là, je vais d'autres. poser maintenant la question à Radia. Oui, Je reviens sur le même sujet. Est-ce que en Belgique, vous avez toujours l'autorité parentale sur vos enfants? oui. Donc, vous n'avez pas Quoi de problème. Alors vous, évidemment, la différence avec Je ne nous, dis c'est pas que que. oui, allez-y, Radia. Ils ont un petit peu un comportement tel l'ASE, ce qu'on appelle le SAJ, le SPJ, justement, le placement d'enfants. Mais, comment dire, c'est pas de l'ampleur de ce qui arrive en France depuis ces dernières années. Parce que nous, encore, en Belgique, on a une certaine liberté qu'on nous a restreint, dans le sens où, comme je vous dis, ce sont des lobbies, notamment le lobby du planning et des connivences, qu'ils ont appelé ça la plateforme Evras. Ils étaient une vingtaine d'associations à faire de la pression sur la ministre de l'Éducation pour y intégrer l'Evras. Alors, ils disent carrément qu'ils sortent des préconisations de l'OMS, de l'UNESCO, de l'IPPF. Mais l'UNESCO, c'est qui? Alors, il faut savoir que l'enseignement complet, global à la sexualité, à la base, à l'UNESCO, dans les directives des principes directeurs, avant 2018, on parlait des adolescents, contre le VIH, contre les maladies, contre la prévention dans ce sens-là. Une fois que Macron est passé président, il y a eu des élections, comment dire, il y a eu des élections en 2017 aussi, au niveau de l'UNESCO. En première place, nous avions eu un homme qui faisait partie, je crois, des Émirats arabes ou du Golfe. En second, on a eu comme place Audrey Azoulay pour la France. Et en troisième place, on a eu une autre femme. En fin de compte, il y a eu des arrangements entre eux. C'est Audrey Azoulay qui est devenue la présidente de l'UNESCO. Et un an après, c'est-à-dire en 2018, c'est là où on y a intégré les enfants dans le discours des principes directeurs sur la sexualité. Et vous avez notamment les plannings familiaux d'Allemagne, BZGA, qui aussi ont préconisé donc les standards sur la sexualité en Europe. Et il n'y a que des sociologues, il n'y a pas de pédopsychiatres, et c'est des postulats que la sexualité commencerait à la naissance. C'est un postulat. Il n'y a rien de scientifique. Ce sont toujours les mêmes. Le planning familial à l'international qui fait pression, aussi avec les abortion rights, c'est-à-dire l'IVG. Pourquoi? Sous couvert de prévention. Donc maintenant, le problème c'est quoi? C'est que c'est devenu un outil, l'Evras, militant. Pourquoi? Parce qu'au début, qu'est-ce qui s'était passé? La ministre, sous la pression je mets un peu de lumière pour qu'on voit un peu mieux. Mais... Donc, la ministre, sous la pression notamment de Nicolas Menskart, qui fait partie d'un des plannings en Belgique, disait, mais le prétexte, c'était ça. C'était sur les adolescents à la base. Il disait, oui, mais il y a toujours 20% d'adolescents qui n'ont pas d'éducation sexuelle, surtout dans le milieu technique et professionnel. Dans le milieu général, ils ont un peu de prévention, mais il y a quand même toujours 20% qui manquent. Et il faut pouvoir toucher un maximum de jeunes pour leur Là, on parle de gamins qui ont 14, 15 ans, 16 ans. On ne parle pas d'enfants qui ont 5 ou 6 ans. C'est là que dès qu'on est j'arrive. voilà, c'est pas du tout la même chose.
J'arrive. Même si les enfants de 14 ans, de toute façon, bon, il n'y a pas de sujet, si vous voulez. Mais à la limite, je pense que les parents, enfin, entre guillemets, peut-être grinceraient moins des dents si c'était des gamins de 15 ans que des gamins de 5 ans. Parce que Bon, Bien sûr. moi, le fond de notre discours ce soir, c'est que toute cette idéologie nous arrive du woke. D'accord? Alors, j'avais noté d'ailleurs. Moi, je pensais que c'était un plat. Oui, Moi, j'ai jamais effectivement. compris cette expression du Oui, wok. oui, moi non plus. Mais Les Chinois s'en servent très très bien, mais justement, j'avais noté justement cette chose-là. Alors en fait, il disait, il faut que je retrouve ça. Non, c'était pas cette page-là. On m'a perdu ma page. Je sais plus où c'était. Enfin, on parlait il y avait une partie sur les réseaux sociaux qui parlait d'idéologie intolérante, en fait, et une autre disait que c'était en fait c'était le résumé pour la protection justement des gens et des gens en différence. En fait, c'était ça, la protection des gens et qui avaient des différences. C'était ça l'idée. Et alors moi, ça me rappelle toujours une histoire que sur d'autres émissions je lance souvent, et je le dis. Un jour, je rencontre Philippe, et Philippe, en me croisant, je dis bonjour Philippe, il me dit non, moi aujourd'hui je suis un poisson rouge. Alors, j'ai décidé que j'étais un poisson rouge, ça me fait plaisir. Donc maintenant, tu vas m'appeler poisson rouge. Alors, je dis non Philippe, je ne vais pas t'appeler poisson rouge parce que tu es poisson rouge si tu veux. Voilà. Mais tu ne peux pas imposer à 7 milliards et demi de gens sur cette planète le fait que tu es un poisson rouge et que tout le monde doit penser comme toi. Le genre, c'est effectivement un problème que l'on a et qu'on rencontre tous les jours. On comprend tout à fait qu'il y ait des personnes en France, dans le monde entier, qui prétendent à des choses qui leur fait plaisir parce que c'est un plaisir personnel intérieur. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais dès qu'on est dans une espèce de doxa un peu dictatoriale, on va pas se mentir, on veut absolument imposer à chacun la même idée. Et ça n'est pas possible. On peut pas tous être, je sais pas, habillés en rouge avec un chapeau sur la tête. On peut pas faire ça. Ça n'est pas possible. Le genre humain n'est pas fait comme ça. Donc quand j'entends Donald Trump qui nous dit à la télé qu'il y a que deux genres, masculin et féminin, alors en théorie et scientifiquement, oui, mais même ça, tu peux pas l'entendre. Par contre, moi, je ne peux pas entendre qu'on demande aux petits garçons et aux petites filles qui ont 5 ou 6 ans à l'école, comment ils veulent s'appeler, s'ils s'appellent Firmin, ben non, il n'a pas envie de s'appeler Céline. Parce que quand tu as 5 ans, t'as envie d'être Goldorak, t'as envie d'être Spider-Man, t'as envie d'être un cow-boy, mais t'as pas envie d'être Céline. La plupart du temps, c'est ça, le truc. Et en fait, on s'aperçoit que c'est de la discrimination, ils vous diront. C'est oui, de l'inégalité sociale que vous créez. Alors, oui, mais où s'arrête la liberté? Dans la discrimination ou dans le totalitarisme? C'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'on est en train de parler d'un mouvement qui ne représente que 0,03% de la population mondiale. C'est ça la réalité. Alors peut-être que dans des pays occidentaux, peut-être qu'il y en a un petit peu plus qu'ailleurs, peut-être c'est possible, mais ça ne définit pas le genre général. Et c'est là où on a un problème. C'est pour ça que, si vous voulez bien, avant qu'on reprenne le débat, on va écouter notre psychologue qui a fait, c'était hier après-midi, qui a fait un interview et qui a répondu question générale, justement sur ce qu'était l'attente et la réflexion d'un enfant de 5 ou 6 ans à l'école par rapport à ses problèmes de sexualité. Donc c'est Marie-Estelle Dupont qui est psychologue et qui est psychologue en pédiatrie bien sûr. Donc on va l'écouter tout de suite. L'éducation n'a pas sa place à l'école, tout court. À l'école, c'est l'instruction. Voilà. Y compris l'instruction civique, pour rappeler aux enfants les règles de la vie en société. Et on n'humilie pas, on ne se moque pas de quelqu'un sur la base de sa couleur de peau, de sa taille, de son poids, de son sexe, de sa religion, bien entendu. Ou de son orientation sexuelle, bien entendu. Instruction civique. L'éducation, oui, c'est à la maison.
Voilà. Donc déjà, il y a un problème. Quand on appelle une matière éducation, il y a un problème. Quand on appelle un ministère éducation nationale, il y a un problème. C'est de l'instruction, c'est le savoir. L'éducation, c'est quelque chose de plus global qui relève de la sphère familiale. Voilà. N'en déplaise à nos idéologues qui voudraient transformer l'homme et l'augmenter, c'est-à-dire en réalité le diminuer dans sa subjectivité, ça n'a pas sa place. Et en fait, là, en France, on a une loi en 2001 qui a été complètement dévoyée. L'idée, c'était de lutter contre les addictions au porno, les abus sexuels et le harcèlement sur la base de l'orientation sexuelle ou des changements de sexe. Encore une fois, hein, vous faites l'enseignement en biologie d'une part, l'instruction civique d'autre part, vous avez réglé le problème. Vous n'avez pas à mettre dans la tête d'un enfant de 8 ans que il peut demander à ses parents de devenir un garçon quand c'est une fille et inversement. Vous créez de la confusion parce que vous parlez de quelque chose d'intime dans un espace public. L'école est un espace public. Donc on n'a pas à parler de l'intimité déjà. Ça les met mal à l'aise. Ensuite, c'est passer outre l'autorité parentale parce que les parents connaissent leurs enfants et selon la sensibilité de l'enfant, il y a des enfants qui vont poser des questions plus ou moins tôt, plus ou moins tard. À l'adolescence, ça dépend aussi du moment de la puberté. Il y a des fillettes qui sont formées à 10 ans, il y en a qui sont toujours pas formées à 14 ou 15 ans. Donc les questions vont venir aussi avec le développement corporel. Et on sait bien que la croissance d'un enfant, elle est tellement variable d'un enfant à l'autre qu'on peut pas uniformiser une classe d'âge comme ça par niveau scolaire. Donc voilà. Ensuite, quand on connaît vraiment le développement de l'enfant, les stades du développement affectif de l'enfant, on voit bien que c'est contraire à toutes les connaissances scientifiques. En fait, un enfant n'est pas un être sur lequel on peut projeter notre sexualité d'adulte. C'est pas moins en quantitatif, c'est différent qualitativement, un enfant et un adulte. Nous, on projette notre sexualité génitale. L'enfant, il est dans la sensorialité, il explore son corps. Évidemment que un petit garçon, dans le bain, il peut avoir, à 3 ans, une érection parce que la stimulation de l'eau fait que son sexe change. Mais il va poser une question, il va dire qu'est-ce qui se passe, et c'est le rôle de la maman ou de la nounou ou du papa ou du grand frère de dire bah voilà, c'est normal, t'es stimulé, mais t'inquiète pas, ton zizi va redevenir normal. C'est pas à l'école de parler à des gamins de 4 ans de plaisir, de jouissance, de masturbation. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On est en train d'effracter des enfants et de faire ce que Ferenczi appelait la confusion des langues, qui est pour moi un abus sexuel. C'est sur cette confusion de langues que reposent d'ailleurs toutes les situations d'emprise et les situations d'inceste, où on confond le langage de l'adulte, qui est un langage de la sexualité, avec le langage de l'enfant, qui est un langage de l'attachement et de la tendresse. L'enfant a besoin de liens d'attachement, il a besoin de faire confiance, il a besoin de tendresse, mais il n'est pas encore génitalisé, il n'est pas arrivé à maturité. Donc, venir lui parler de changement de sexe, de jouissance, d'éjaculation, pour un enfant qui n'a même pas les moyens physiques de comprendre ce que c'est que cette expérience, c'est juste abominablement violent. Et il faut pas s'étonner que les cas d'enfants qui agressent sexuellement d'autres enfants dans les toilettes des écoles augmentent à partir du moment où on va appliquer ces programmes tels qu'ils sont faits aujourd'hui, tels qu'ils sont proposés aujourd'hui. D'ailleurs, la loi était tellement dévoyée qu'on devait lutter contre le porno, les addictions, etc. Il n'y a pas un mot dans ces programmes sur ce que c'est que l'addiction. Par contre, sur des sites financés par l'argent public, donc l'argent du contribuable qui n'en est ni informé, ni à qui on ne demande pas son avis, des enfants de 11 ans peuvent avoir accès à des pratiques qu'ils auraient eu tout le temps de découvrir par eux-mêmes avec la personne de leur choix, quand ça aurait été le moment pour eux de le faire. Voilà. Élise, peut-être, voulait peut-être réagir à ce qu'a dit Marie-Estelle. Elle m'enlève les mots de la bouche, sincèrement, tout est dit. Les pédopsychiatres avec lesquels je suis en lien disent exactement la même chose. Franchement, bravo à elle. J'ai pas grand-chose à rajouter. La question qu'on se pose, c'est comment se fait-il si, en général, tous les pédopsychiatres, les psychologues, enfin tous les gens qui
qui travaillent au sein de l'enfance s'accordent à dire que bon, effectivement, il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qui sont ces gens qui ont validé ce genre de pratique? Alors nous, en France, c'est pas Embrace. Nous, on a une plateforme qui s'appelle On s'exprime, qui a le logo quand même gouvernemental, mais qui n'est pas le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, ils font constamment appel à cette plateforme en disant référez-vous sur cette plateforme, vous avez des informations, vous avez comme si c'était pas de chez eux, mais en fait, c'est quand même eux qui sont euh, les instigateurs, si vous voulez, de cette plateforme. C'est quand même eux qui ont poussé le truc et c'est eux qui l'ont financé. Je pourrais, Sur la je pourrais Pardon? rebondir, je pourrais rebondir sur Oui, quelque chose. oui, Je suis c'est lui. entièrement d'accord avec ce que dit la psychologue. Il faut Oui. savoir qu'il y a le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui avait diffusé une interview justement sur l'éducation sexuelle à l'école. Je rappelle que la CESE est normalement accessible à tous les citoyens. Alors là aussi, c'est bien écrit, c'est bien marqué, mais c'est faux, faut le savoir. Une première chose. La deuxième chose, les personnes qui pouvaient répondre, qui pouvaient poser des questions, c'était les enfants, les éducateurs, mais en aucun cas les parents n'étaient sollicités. C'est pas trop normal, ça, quand même. Ah, c'est totalement anormal. Mais si vous allez sur le site de l'ONU, eh bien, allez voir, vous avez tous les programmes, ce ne sont que les enfants. Il n'est jamais fait mention de la cellule familiale, il n'est jamais fait mention du papa ou de la maman. Et je rappelle que c'est l'OMS qui a voté qui avait fait une étude sur la sexualité et qui disait qu'il fallait donner la liberté sexuelle, enfin la majorité sexuelle des enfants à partir de 10 ans. Mais la problématique, c'est que c'est bloqué de par l'autorité parentale. Ouais. Alors, déjà, là, on comprend pas. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Quand j'ai entendu parler justement de la loi justement pour l'âge minimum sexuel, euh, je sais pas. Pour moi, si tu n'es pas majeur, tu es mineur. À partir du moment où tu es mineur, pour moi, il n'y a pas de sujet. Tu es mineur. Point Ben, barre. justement, Donc, ils ont changé la loi puisque il y a il y a un âge de libération sexuelle de l'enfant, enfin, qui peut vivre, faire son choix sexuel. Et par exemple, dans les cas comment dire, de comportement sexuel avec des enfants mineurs, aujourd'hui, on va poser la question à l'enfant, à savoir s'il était d'accord ou pas. oui, non, mais c'est aberrant. Enfin, je veux dire, j'ai entendu la sénatrice qui disait ça et qui disait, enfin, faut penser à l'accord de l'enfant entre guillemets. Mais il n'y a pas d'accord à avoir. Ce sont des mineurs. Alors, Radia, justement, vous en êtes où, vous, en Belgique, par rapport à l'âge minimum de sexuel des enfants? C'est comment ça se passe en Belgique? Alors à la base, donc la majorité officielle, c'est à 18 ans, mais ils ont fait en sorte, déjà il y a quelques années en arrière, de mettre la majorité sexuelle à 16 ans, et Comment? ensuite ils l'ont revu et ils l'ont rabaissé à 14 ans. Et ils ont dit que les jeunes, entre eux, ils pouvaient avoir un maximum de 5 ans de différence. C'est-à-dire, en gros, une jeune fille de 14 ans avec un jeune homme de 19. Et là, vous voyez bien qu'à notre époque, on ne touche pas aux mineurs. 18 ans, tu as moins de 18 ans, tu vas en tôle. Pour celui Bah qui oui, c'est toucherait. Voilà. Et donc, détournement de mineurs. ils ont fait que le rabais. Il y a une volonté de rabaisser d'un côté, justement, au niveau légal, puisqu'on dit maintenant c'est la débandade chez les jeunes, on ne peut pas trop gérer. Et de l'autre côté, on va dire, ben, on va venir gérer à votre place. Pour rebondir sur ce que disait Sylvie, l'autorité parentale est contournée et problématique. J'ai des documents à vous montrer. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on va mettre sur la table au niveau judiciaire. Parce que, comme je vous disais, pour que vous compreniez comment ça se fait, tout au début, je vous ai expliqué le postulat de dire comment combattre toutes les inégalités dans la société. Et vous allez comprendre pourquoi on veut que l'enfant commence l'école à 3 ans de manière obligatoire. Parce qu'ils ont dit, soi-disant, le développement psycho-émotionnel et sexuel de l'enfant
serait là où il aurait plus ou moins, où il fluctuerait dans son genre, c'est entre 3 et 5 ans. Et donc, le mettre de plus en plus tôt à la maternelle pour qu'il puisse avoir les brasses. Nous, ça s'est fait à l'envers. Ils ont d'abord mis les brasses et ils sont en train de réduire. Vous, ils ont d'abord réduit l'âge Mais obligatoire. ils ont trouvé des scientifiques ou des médecins Il n'y a rien de qui ont scientifique, dit c'est un ces choses-là. postulat. Je vais vous donner les sources. Voilà, c'est ça, parce que Je vais vous donner moi, je n'ai pas entendu encore j'ai pas encore entendu un seul pédiatre ou un seul médecin. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, c'était une éponge. C'est-à-dire il incorporait, il imbibait tout ce qu'il avait autour de lui, et donc il n'était pas dans un âge de réflexion. Même si des fois, à 18 ans, ils sont toujours pas dans la réflexion, mais peu importe. Je veux Et en dire, plus, ils ne sont pas. Comment et en plus, ils ont des difficultés à faire différence entre le bien et le mal parce qu'ils sont à la découverte et qu'ils n'ont pas encore cette notion. Et ils n'ont pas de Exactement. discernement, tout Donc, simplement. je ne sais pas comment un enfant de 3 ans ou de 5 ans, je comprends pas comment un enfant pourrait se dire, tiens, je m'appelle Gérard, finalement, je me sens bien en Sylvie, par exemple. Vous voyez, ça me dépasse, puisque même adolescent, bon, on a tous eu des enfants, moi j'en ai eu 5, enfin, on est tous passés par là. L'adolescence, c'est la quintessence même de je sais pas quoi faire de ma peau. Vous voyez, donc je vois pas comment. Alors à part peut-être des exceptions, parce que je dis bien, il y a tous nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Il n'y a là aucun préjugé de notre part. Il n'y a absolument rien. On comprend complètement le mal-être des gens qui ont un problème intérieurement et qui ne savent pas comment l'extérioriser et qui le nettoient. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On est tous d'accord. Mais ce qu'on essaie de dire ce soir, c'est que ce souci, entre guillemets, c'est pas quelque chose qu'on a découvert il y a 10 ans. Par exemple, l'androgyne, d'accord, c'est un phénomène qui existe depuis la nuit des temps. C'est pas quelque chose qu'on a inventé il y a 3 mois et on dit bah, tiens, ces soucis-là ont toujours existé. Alors, j'entends que ça peut-être pas été toujours facile pour les personnes qui l'ont vécu. Là-dessus, il n'y a pas de sujet non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas, sous prétexte que vous êtes quelqu'un de différent, imposer aux gens votre façon de voir les choses. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Moi, personnellement, je suis déiste. Ça ne me regarde que moi. C'est-à-dire et je suis d'ailleurs pratiquement le seul dans ma famille à être déiste. Une famille qui, chez moi, est assez colorée, parce que moi j'ai une famille où j'ai la famille protestante, musulmane, catholique, j'ai de tout chez moi, j'ai même un bouddhiste. Donc oui, c'est pas le souci, et je suis le seul de ma catégorie. Est-ce que nos familles fait qu'on ne se rencontre pas, on ne passe pas des bons moments ensemble, on n'a pas plaisir à être ensemble? Bien sûr que si. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, il est important, et c'est pour ça que cette émission existe aujourd'hui, il est important quand même de faire comprendre aux gens que il ne faut pas se nourrir de la différence des autres, au contraire, il faut vivre pleinement la sienne. Et il est important de dire que nos enfants ne doivent pas être les proies de cette idéologie. C'est tout ce que l'on dit et rien d'autre. Maintenant, nous sommes évidemment tout à fait d'accord pour aider qui que ce soit, d'accord, dans une souffrance personnelle et individuelle, n'est-ce pas? Nous sommes toujours prêts, et nous, la RDC, donc, nous sommes la RDC, une association caritative qui aidons beaucoup les gens pour se nourrir en France, mais pas que. Nous aidons aussi les gens au niveau santé, nous aidons les gens sur différents points. Donc je le dis parce que bon, je m'occupe avec mes camarades beaucoup de cette association. Et nous sommes tout à fait prêts à aider qui que ce soit dans des problèmes qui sont personnels et individuels. Mais on ne peut pas accepter que tout un pays, toute une nation se retrouve impactée sous prétexte que 0,03% de la population pourrait éventuellement se trouver discriminée. Ça n'est pas entendable. Comprenez bien, messieurs, mesdames, que le sujet de ce soir est important. Voilà. C'est un faux problème, cette discrimination. C'est tout à fait des arguments bateaux. C'est uniquement pour déstabiliser la population en général. Je veux dire, là, aujourd'hui, si on fait le
loin par rapport à ce qui se passe, à ce qui s'est passé, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de souffrance et beaucoup de violence avec la Covid-19. Je veux dire, résultat des courses, on a une augmentation de suicides parmi les enfants et des enfants qui ont moins de 12 ans, donc c'est quand même extrêmement grave, et aussi parmi les hommes. Donc déjà, nous, Oui. en France, on a un taux de suicide le plus important des pays européens. Je crois que derrière, ça doit être la Belgique. Mais là, on a un taux qui est en train d'augmenter. Et en plus, il faut pas oublier les tentatives de suicide derrière. Oui, tout Là, à fait. aujourd'hui, Mais, on mobilise mais complètement la société à tout niveau. Et là, on touche les enfants, mais on touche tout le monde, là. en fait, Alors, je vais revenir sur Radia, parce que j'aimerais que Radia nous explique. Bon, je suis au courant, puisque nous l'avons aussi pas mal colporté, je suis au courant du rassemblement à Bruxelles qui a eu justement pour motiver les gens et les informer sur ce qui se passe. Alors, je voulais déjà savoir, les résultats de ce rassemblement, s'il avait été à vos points de vue positifs, et deuxièmement, savoir ce que justement le cercle de la Boétie comptait faire dans l'avenir pour justement enclencher une entrave à ce problème qui se trouve un peu partout aujourd'hui. mm. Donc voilà, donc cette manifestation, je pensais, surtout la dernière, c'est-à-dire en date, c'est celle du 22 février dernier, je pensais qu'elle aurait mobilisé un peu plus de monde, mais malheureusement, non. On a été peut-être à tout casser à la louche une vingtaine. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'il faut savoir aussi, quelque part, que la grande manifestation du 17 septembre 2023 a eu tellement de succès qu'ils ont eu peur et qu'ils ont fait en sorte de casser le maillon et la chaîne. Et donc, du coup, ils ont recruté, le ministre a recruté justement pour élaborer une unité spéciale. C'est la Task Force Unit d'Alexander De Croo pour justement être sur les réseaux sociaux et tous ceux qui parlent de l'Evras et du complotisme, en fait, de casser les liens de manière à ne pas pouvoir. Ils ont tellement été surpris, en fait, par la grosse manif du 17 septembre 2023. Et bon, il y avait Alain Escada qui était venu, voilà, comme tant d'autres parents. Nous, on ne l'a pas invité, on ne le connaît pas spécialement. À la limite, on s'en fiche. Je veux dire, je pars du principe que je donne la parole à tout le monde, même à ceux qui me conspuent, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer dans des débats vraiment démocratiques, au lieu finalement d'entretenir la rancœur pour parler de nos désaccords et de nos désaccords. Et donc, du coup, moi, j'étais pas venue pour ça, puisque j'avais donc entré officiellement la demande du 17 septembre. Et puis, il y a eu énormément de monde. Et là, j'étais vraiment chaleureusement surprise de voir autant de monde. Je ne m'y attendais pas. Je savais qu'il allait y avoir du monde, mais je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi? Parce que déjà, au manif du 7 septembre, il y avait beaucoup de familles mobilisées du côté du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais moi, j'avais rentré ma demande officielle du côté du Parlement bruxellois, au niveau de la place du Parlement bruxellois. Parce que de l'autre côté, là où la population s'est mobilisée le 7 septembre devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a justement les programmes scolaires dans les mains et qui ont tous voté quasi à l'unanimité pour l'Evras, pour le décret de l'Evras 2023. Comment dire, c'est pas une zone, en fait, c'est une zone neutre où on ne peut pas spécialement s'installer sous couvert d'une manifestation autorisée. Ce qui fait que là, il y a eu énormément de barricades. Sauf que moi, pour ce jour-là, je vais rentrer ma manifestation officielle du côté du Parlement bruxellois. Et j'ai dit, de toute façon, moi, au moins, il y a un garde-fou, on fait ce qu'il y a à faire. Et puis, s'il y a des personnes qui viennent là, c'est mieux aussi. C'est bien aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi il y a le Parlement bruxellois aussi qui est impliqué. Donc, et ça, les gens ne savaient pas. Donc, on était très peu du côté du Parlement bruxellois, mais certains sont venus ensuite, par la suite, nous rejoindre. Et donc, même les policiers, vous voyez les policiers, je m'étais filmé en ligne, me demandaient d'aller rejoindre les autres. Mais j'ai dit, mais non, mais moi, j'ai rentré légalement ma manifestation, je ne bougerai pas de là. D'ailleurs, je ne connais pas les parents qui sont là-bas. On me dit, peut-être que vous aurez une influence. Mais je dis, mais je ne les connais pas. Et donc, c'est comme ça que, par la suite, là, c'était énorme. On était plus que 2000, 2500 par an.
Et quand il y a eu Alain Escada qui est monté sur, là c'est ma petite boutade que j'aime bien dire, et Alain Escada qui est monté parler, j'ai dit c'est sûr je vais leur donner la photo. Je suis montée sur l'estrade à côté de lui, j'ai dit ça a fait le tour de la Terre jusqu'au Canada. J'ai dit vous voulez jouer avec les images, eh ben on va jouer avec vous aussi, et ça n'a pas manqué. Ils nous ont rendu service en fait en nous consuant. Et c'est comme ça que oui, l'islamo-droitisme, ça lie main dans la main. Enfin, moi, je suis ouverte, je veux dire, à la discussion. Alors, je vais Voilà. rappeler à nos téléspectateurs que pendant que Radia est en train de parler, vous avez peut-être remarqué sur le bandeau qui est juste en bas, vous voyez, on a rajouté leur site internet, donc www.cercledelaboétie.be. Donc, si vous avez besoin d'informations ou quoi que ce soit pour nos camarades belges, parce que je rappelle on est beaucoup suivi par la Belgique, on a beaucoup de gens et beaucoup de gens qui ont adhéré d'ailleurs à la RDC en Belgique. Donc, je les salue bien bas. Surtout, je pense à mon ami Dom Le Terrien, qui doit nous écouter. Alors, par contre, on a des questions qui nous viennent un petit peu de partout. Donc là, cette question-là, bah, ça va tomber pile poil pour Élise. Comment les enseignants sont-ils formés pour aborder ces sujets avec les élèves? Alors, d'abord, bon, moi, pour rappel, je donne cours à des adolescents et ce ne sont pas les enseignants qui font les animations EVRAS, hein. Alors, en Belgique, on a le fameux pacte d'excellence. C'est une réforme au niveau de l'enseignement qui est en train pour le moment, c'est d'application jusqu'en 5e primaire, donc c'est-à-dire les enfants de l'âge de 10 ans. Et voilà, il y a une grande réforme qui est en train de balayer tout l'enseignement. Et l'enseignement l'EVRAS va avoir toute sa place de façon transversale dans les apprentissages à partir de 5 ans, en plus des 2 séances obligatoires qui ont lieu rappelle-le-moi Radia, c'est en 6e primaire et en 4e secondaire, c'est ça, hein, je me trompe pas. Donc en fait, c'est pas les enseignants qui donnent c'est ça qui est un peu particulier, c'est que la classe, en fait, le prof, que ce soit, en secondaire, on peut pas être présent, donc on doit laisser notre classe. Et en primaire, l'enseignant peut être présent, mais c'est un animateur qui vient parler avec les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que les enfants se sentiront plus à l'aise de parler avec une personne extérieure qu'avec leur professeur. Donc nous ne sommes pas formés à ça, tout simplement. Et voilà. Mais justement, parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que ce sont des organismes privés qui rentrent dans l'école, ou ce sont les infirmières scolaires qui font ce genre de choses. Donc, parce que je vous dis ça parce que j'ai une question qui vient juste derrière. Comment le programme EVRAS prend-il en compte la diversité des valeurs familiales? Bon, j'ai bien compris le Là, fond de la question. c'est tout le problème. Ils Absolument. s'en foutent, hein. Ils s'en foutent royalement. En fait, c'est pas compliqué. Vu que c'est collectif, ils ne tiennent pas compte, justement, des valeurs familiales de chaque famille. On peut pas tenir compte. C'est impossible. Et d'où le fait qu'on n'est pas d'accord avec tout ça. Donc voilà. Et il faut savoir qu'un animateur, Radia a une plus grande mémoire que moi, mais je pense qu'un animateur peut être formé en 2 jours. Rappelle un peu pour la formation dans la circulaire. En moins de 6 heures. En moins de 6 Voilà. heures. Voilà. Donc ça peut être une infirmière, comme ça peut être une personne qui est débarquée il y a pas longtemps, et voilà quoi. Ça peut, comme je l'ai expliqué précédemment, ça peut être très bien fait en prenant soin d'adapter le discours en fonction de l'âge et des besoins des enfants, comme ça peut être une catastrophe en fait. Et c'est tout un problème. Et alors le côté collectif évidemment est plus qu'effrayant et inacceptable. On ne traite pas de sexualité devant une classe, c'est juste impossible. Bon voilà, ça c'est mon avis personnel, mais je pense qu'on est tous d'accord. Là-dessus, bien sûr. Alors moi, j'ai une question pour Sylvie, par contre. Il ne faut même pas mettre le pied dans la porte. Exactement. Oui, non, même pas. Non. Pendant la Il ne faut période... pas leur donner l'occasion de faire ça.
Non, mais ça c'est clair qu'il faut les bloquer avant. Mais alors après, le problème, c'est quelles possibilités nous avons. Et c'est là où justement, bon, je veux dire, donc une question pour Sylvie, à la période du Covid, on avait la capacité, la possibilité de prendre en compte le fait de notre religion pour dire, écoutez, moi, votre piqûre, votre seringue, machin, c'est bien, mais moi, ma religion me le permet pas. Et donc, je sais que c'est un droit élémentaire. Est-ce que ça fonctionne pour l'éducation nationale? Est-ce qu'on peut faire un blocage en disant voilà, moi je suis désolé, mais ce que vous inculquez à nos enfants sur sur ce programme-là, ça ne rentre absolument pas dans nos idéaux religieux ou quoi que ce soit, et donc je vous interdis de parler de ça à mon enfant. Est-ce que ça Ah, c'est quelque chose de possible? je crois que la psychologue Estelle a parfaitement bien répondu. Elle a répondu à cette question. Ils ont dévoyé un article de loi. C'est déjà une première, c'est déjà inacceptable. Je veux dire, au niveau de l'éducation, il doit y avoir un enseignement qui est donné au niveau de l'éducation nationale, mais l'éducation sexuelle ne doit pas y figurer. Ça concerne la famille, ça concerne l'enfant, ça concerne les valeurs familiales. Mais c'est bien ce qu'ils veulent effacer, c'est les valeurs familiales, c'est la particularité de chacun. Voilà. Alors il faut savoir que nous, dans le document qui est fait, on met en cause l'OMS, puisque l'OMS n'a pas à dicter ses directives aux États. C'est Alors, totalement, ce n'est il y avait pas un changement de Pardon, statut pour les messes là bientôt là? peu importe le changement pardon. de statut, l'OMS n'a pas à donner, elle n'a pas à rentrer et à donner c'est des mesures aux États concernant l'éducation des enfants. C'est voilà, c'est interdit. Parce que Pardon, c'est juste l'OMS, pour normalement, rebondir. n'a qu'une intervention informative si je veux, par rapport à ce qui se passe. Elle n'a Alors, pas le droit d'imposer quoi que ce soit, théoriquement. l'OMS est une organisation qui fait partie de l'ONU, puisque c'est une Hmm. antenne, hein, une excroissance de l'ONU, soyons clairs. Donc, elle dépend de la charte de l'ONU, et donc il n'y a pas d'ingérence à avoir dans la gestion de l'État. Et intervenir sur l'éducation des enfants, c'est de l'ingérence. Alors, comment l'ONU peut accepter des obligations de l'OMS sur la base du traité de l'ONU, en sachant que ce qui est arrivé pendant le Covid, c'est déjà bafouer le traité de Nuremberg. Donc, comment c'est possible? Eh C'est bien, des enfin, recommandations, en fait, hein. C'est ça, je c'est sais pas pas, des obligations. je sais pas comment vous le À dire. Nuremberg, Kyoto, et il y en a plein qui rentrent dans ce cadre-là de Mais traité. actuellement, il y a en fait le document qu'on a terminé, qu'on est en train de diffuser, on est en train de dénoncer ce qui se passe. Il y a une scission qui est en train de se faire entre l'Occident, le Moyen-Orient et l'Asie, puisque on découvre que depuis 1964 existe le G77 et que c'est lui aujourd'hui qui a pris la main sur le fonctionnement de l'ONU. Je rappelle que l'ONU a un statut juridique d'immunité et de privilège, et qu'aujourd'hui l'ONU on la retrouve partout. Elle intervient partout. Et ici, elle vient de changer de nom. Elle s'appelle plus l'ONU. Elle s'appelle le Système des Nations Unies. Et il faut voir le nombre d'organisations. Elle a ses propres tribunaux. Elle a ses propres universités. Elle touche à tout, au tourisme, à l'agriculture, à l'alimentation, à l'éducation des enfants. C'est devenu un méga État sans territoire qui intervient dans tous les pays et qui s'est infiltré partout. Voilà. Tiens, j'en ai une pour toi, là, justement, sur Facebook, une question. Comment, alors, en quoi le concept de wokisme est-il compatible ou en désaccord avec les valeurs républicaines françaises? Ben, déjà, nous, on a notre constitution qui est suffisamment élaborée, qui est suffisamment explicative. Et puis, il y a aussi le fait que euh, on est en train, enfin, comment, là actuellement, avec ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale, c'est un très bon exemple. On part sur des monopoles, puisque là, ils sont en train de réduire le champ éducatif à une seule structure. Donc, à partir du D'accord. moment où parce que normalement, en France, on a le droit à avoir une pluralité d'éducation. C'est-à-dire, on peut avoir différents secteurs éducatifs. Par exemple, l'école à domicile, l'école privée.
l'école publique. C'est un choix qui est donné aux parents. Et là, ils sont en train de restreindre le canal puisqu'ils ont supprimé, enfin, ils ont plutôt alourdi les conditions d'acceptation de l'école à domicile. Au niveau de l'éducation nationale, ben, on voit bien, il y a un programme qui a été mis en place. Je veux dire, est-ce que ce programme a été expliqué aux parents? Non. Ils sont exclus de l'éducation qui est donnée à leurs enfants. C'est quand même un peu, c'est quand même inacceptable. Donc, et ça, Oui. ça va ça va à contresens de notre constitution. Mais pour pouvoir Euh, rebondir, il faudrait alors moi, j'ai aussi. j'ai une question pour vous, Radia, par contre. Ça, c'est une question pour vous. Stéphane, donc sur Facebook, il nous demande déjà, est-ce que vous pensez que votre mouvement est suffisamment connu en Belgique? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que votre mouvement arrivera à aboutir dans ses actions? Alors, vis-à-vis du fait qu'on soit connu, non, pas assez, je pense. Qu'on arrivera à aboutir, oui. Oui. D'accord. Alors pourquoi? Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut aller déjà à la genèse de l'attaque et de la guerre qu'on nous mène à la racine à l'intérieur des écoles et des lobbyistes nous mènent dans la cour de récré de nos gosses. En gros, c'est ça. Ce sont, je vous dis, des associations déconstructivistes et identitaires. Au nom de la non-discrimination, ils deviennent à leur tour des bourreaux, des discriminants. Et donc, finalement, c'est le persécuté-persécuteur. Et donc, on nous demande, en fait, toute une société, parce que maintenant, il ne faut même plus s'amuser à opter pour leur vocabulaire. Parce que vous savez que vous n'êtes pas un homme, moi, je ne suis pas une femme, on est des cisgenres, on est des hétéronormés. Vous voyez, tout ce vocabulaire-là, il est utilisé dans leur doctrine. Je Non, mais sais c'est même ça. pas Hein. ce que ça veut dire. Mais en fait, On non, mais parlait en fait, de queer, voir je la sais pas ce que société. c'était queer. Et Non, mais la société était hétéronormative. Ce n'est mais- qu'une norme actuelle qu'il faut, au nom de la légalité, en fait, on nous impose de voir toute la société à travers l'œil des hermaphrodites. Et la question et la notion de genre a été développée à partir de cela. Pourquoi? En réalité, je pourrais dire il y a deux genres et une malformation congénitale où vous trouvez des êtres humains avec les deux, les hermaphrodites. À partir de là, cet axe-là, on dit les inégalités hommes-femmes, mais le monde ne se résume pas qu'à cela. Nous, on se met dans quelle case? On se sent agressé, on n'est ni garçon ni fille. Alors, ils se sont inventés toutes des thèses en disant est-ce que la masculinité au niveau, c'est-à-dire mental, ou la féminité, on est tous dotés de masculinité et de féminité. Après, ça devient hormonal chez les uns et chez les autres. Après, il y a plusieurs combinaisons possibles dans la manière, au niveau de la culture, au niveau de nos croyances, de nos propres expériences, comment on se développe, et des choix plus tard que nous ferons quand nous sommes adultes. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi? Ils disent quoi dans leur thèse? Parce que c'est pour ça que la lutte, elle est intellectuelle. Elle est intellectuelle, elle est à tous les niveaux. Elle n'est pas que dire non, c'est pas juste, non. Ou mon autorité parentale. Oui, au niveau juridique, l'autorité parentale, mais je les appelle, moi, des associations de malfaiteurs. Donc, ils ont soudoyé la politique la politicienne et la ministre de 2012 pour qu'elle y inscrive les VRAS. C'est très subversif parce qu'on dit, d'un côté, on veut faire la lutte contre l'inceste, contre les violences sexuelles, les violences sexistes et tout, et qu'on ait un monde plus égalitaire. On nous aligne tous, en fait, pour qu'on soit dans le monde soi-disant des bisounours. Et en même temps, on confisque aux parents leur droit d'être informés, parce qu'ils ont fait ça pendant 10 ans dans le dos des familles. Les directions d'école, elles, comment ils ont fait? Une fois que c'est passé dans le décret de 2012, il était dit quoi? Qu'il fallait commencer par les secondaires, justement, les fameux 20%. Mais c'était écrit aussi qu'on touchait au maternel, au fondamental, maternel primaire, et que c'était laissé à la direction des écoles, qu'ils devaient mettre cela en place, à raison de 2 fois 2 heures dans l'année, et de faire un monitoring tous les 3 ans pour donner un rapport
des approches qu'ils auraient eues en maternelle, primaire et secondaire. Ok, mais les directions d'école n'étaient pas laissées non plus en roue libre comme on essaye de nous le faire croire. Le planning familial, et notamment le planning laïque, la plateforme, la coupole plateforme Evras, elle est composée de 20 associations qui se sont données main dans la main. Comme je vous ai dit, il y a ceux qui n'aiment pas les religieux et qui veulent mettre hors game les religieux et qui disent oui, c'est un lieu soi-disant neutre, de laïcité, l'école est neutre, mais par contre, il n'y a que des militants autour, des militants privés. Et ils disent, dans leur littérature, parce que j'ai fait de la veille, de l'investigation pendant 10 ans, et j'ai collecté pendant 10 ans leur littérature, les uns les autres, tout ce qu'ils faisaient. Donc, dans leur littérature, les parents sont discriminés. Dans leur littérature, ceux qui ont une religion sont considérés en gros comme des persécuteurs. En gros, si je dois la faire à caractère gras. En gros, on est source d'inégalité de représentation dans la société. Donc, pour pouvoir changer la société, il faut les court-circuiter. En gros, dès la maternelle, dès 3 ans, parce que certains fous furieux se disent que la sexualité et le genre, finalement, ce n'est qu'une construction culturelle, sociologique et de l'héritage des familles dans leurs croyances, alors qu'en réalité, on pense le genre en termes sociologiques, le sexe social. Donc, vous avez le sexe social d'un côté, vs le sexe biologique. Et en fait, là, ils sont en train de prendre le dessus avec le sexe social qu'ils ont inventé en termes de concept, le genre, pour dire oui, t'es un garçon, tu peux mettre du rose, les métiers dits de femmes, tu peux aller travailler là. On n'a pas eu besoin de ça pour le faire. Dans les années 80, les filières masculines étaient aussi ouvertes aux femmes. Moi, personnellement, j'ai fait des études de génie électrotechnique, on était 2 filles dans la classe, et au contraire, on a toujours été soutenus et encouragés par nos professeurs. Donc, on n'a pas eu besoin de l'Evras pour connaître cela. Les vraies inégalités salariales, 30% de moins pour les femmes, pour les dites luttes féministes, elles sont dues, c'est au niveau économique qu'il faut gérer ça, et au niveau politique. Ce n'est pas au niveau de faire les apprentis sorciers dans le mental de nos gosses, pour leur dire tu peux choisir ce que tu es, ce que tu veux être. Tu dois faire ton autodétermination. Attention, on en est là, faut savoir, faut le comprendre. Autodétermination sexuelle. Et alors ils vont dire on va pas aborder le sexuel, mais on va aborder les liens affectifs et les représentations familiales. D'où PMA, GPA, couple d'homos, le droit des homos. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont dire? On va se baser soi-disant sur les questions des enfants. Faux. Le matériel pédagogique va leur être mis sous le nez, ça va les choquer et ça va susciter beaucoup de questionnements et de remise en cause. Alors moi, je voyais ça un peu différemment, vous voyez. Moi, je me disais qu'en réalité, ils ont compris que la vieille garde, c'est-à-dire nous, les plus vieux, bon, c'était foutu, donc il n'y avait rien à faire avec eux. Nos enfants à nous, donc la deuxième génération, donc qui sont des trentenaires, eux, ils sont un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont tous nés dans une espèce de normalité, donc ils se posent des questions, oui bon, ils sont moyennement dangereux. Donc en fait, là, le cœur de cible, c'est les enfants. C'est-à-dire que les enfants, c'est la masse qu'il faut absolument modeler pour pouvoir les tenir. Et nous, par la suite, tout le monde dégagera avec le temps, forcément. Donc, et il ne restera que. Et eux seront les futurs, on va dire entre guillemets, professeurs des générations qui viennent derrière, qu'ils auront effectivement savamment mis dans le droit chemin. Alors ça, c'est effectivement, moi, à mon avis, c'est ce que je pense qu'ils voulaient faire. Sauf que, évidemment, ils sont tombés sur un comment dirais-je, ah, très bien, si vous devez partir, Élise, il n'y a pas de souci. J'avais vu passer vite fait le petit message. Moi, je pense que, au contraire, il y a une chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que nous sommes, nous le peuple en général, des gens qui sont des insoumis dans notre chair. C'est-à-dire que tous les peuples que nous représentons, et la Belgique et la France, Dieu sait que depuis Clovis, nous sommes des frères, puisque nous avons été le même royaume, donc on est tous liés évidemment. On sait que tous ces peuples du monde entier se sont toujours battus pour leur liberté, ça a toujours été. Et ils ont oublié que l'être humain, il est fait comme ça.
il est fait comme ça quand il a trop de pression sur lui. À un moment donné, quand il perd de l'oxygène, de la liberté, il est obligé d'aller la chercher. On en a eu encore la preuve il n'y a pas très très longtemps, il y a 3 ans et demi, c'était le Sri Lanka, qui en 3 heures a plié les Gaules, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés comme une nuée de frelons sur le palais présidentiel et en 3 heures c'était plié. Il y a eu des milliers de morts, on est d'accord, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Ça s'est passé l'année dernière avec les étudiants au Bangladesh, qui eux aussi, à un moment donné, ils ont dit bon, allez, ça va, on va arrêter un petit peu tout ça. Et les gens ont pris les choses en main et ont modifié leur avenir. C'est ce qui se passe toujours avec l'homme. C'est-à-dire que l'homme est justement, moi, ce que je pense, c'est le facteur qui pose toujours problème dans cette opération mathématique. Il est toujours le petit grain, je dis ça pour Élise, mathématiques, ça va lui plaire, le petit grain qui vient un petit peu empêcher le rouage de tourner. Et c'est ça le problème. Voilà. Alors je vais donner la parole à Élise justement avant qu'elle s'éclipse, si elle veut donner son petit mot de la fin. Oui, je suis désolée, hein, mais maman de 4 enfants en bas âge, voilà, Oui, c'est pas toujours évident de me rendre disponible. Mais je voulais juste dire une dernière chose, c'est que certes, on n'a pas eu beaucoup de personnes lors de la dernière mobilisation, mais on a en Belgique beaucoup d'associations, beaucoup de personnes qui travaillent en amont, tant d'un point de vue juridique. Bon, bien sûr, il y a tout ce que Radia a fait, et merci à elle d'ailleurs. Mais voilà, nos gouvernants, nos gouvernements utilisent, il me semble, toujours les mêmes stratégies. C'est faire peur aux citoyens, au peuple, isoler les grosses têtes, on va dire ça comme ça, et ça marche très très bien. Donc diviser pour mieux régner. Voilà, moi je reste confiante. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme nous, mais voilà, il va falloir qu'il y a des choses qui sortent encore plus pour faire bouger les gens. Voilà, en tout cas, moi, je lâche rien. Je continue à ma petite échelle, en tout cas, à faire mon maximum pour soutenir la cause. Je te remercie beaucoup, Géry, de m'avoir donné la parole, même si j'ai pas beaucoup parlé, mais de toute façon, Radia est à elle seule une bible incroyable de Non, mais par connaissances. contre, je peux vous dire une chose, c'est que on aura l'occasion de faire une autre émission. On va laisser passer quelques mois et j'inviterai des groupements français et vous sur la Belgique. Je ferai revenir Sylvie avec les différents peut-être changements au niveau des lois qui se sera opéré dans notre pays, dans le vôtre d'ici là. Et on Oui. refera une émission un peu plus importante, mais on fera des débats de fond. On essaiera d'avoir des gens qui travaillent dans l'enseignement des deux côtés pour justement mettre un petit peu d'eau au moulin de chacun. Mais on essaiera de faire une émission un petit peu plus importante et peut-être même on la démarrera peut-être 1 heure avant, histoire qu'on ait un peu plus de temps pour aller jusqu'au bout. Merci Ben, Élise d'être en tout venue. cas, pour dire une dernière chose, excuse-moi, je t'interromps, Oui, mais on aura l'occasion. Moi, je suis en contact avec des personnes qui sont vraiment très très fort investies là-dedans. Bon, le temps était court ici pour pouvoir permettre à ces personnes d'être là ce soir, mais notamment des pédopsychiatres, des personnes qui pourront vraiment parler de tout ça. Voilà, parce que moi, finalement, je ne suis qu'une simple maman de 4 enfants, non, enseignante avec des ados. mais c'est important parce que ce sont nos enfants, voyez-vous, Bien qui sûr, sont. et sur la question de la mobilisation on a réussi à faire, j'ai fait une petite capsule vidéo qui a fait des millions de vues et je ne m'y attendais pas et ça a permis une mobilisation juste incroyable. Et d'ailleurs, dans votre cher pays, France 3 a fait un documentaire juste incroyable, une petite pépite que franchement En je 5, on est devenus des stars, Élisée et moi. France 5, oui, En voilà. 5. Donc, n'hésitez pas à regarder, à la partager. Moi, je remercie France 5 de nous faire autant de publicité. C'est le nom du documentaire, Radia, rappelle-le-moi, La la fabrique du fabrique du mensonge, mensonge. l'éducation sexuelle, Voilà, l'école sous pression. voilà. 9 Voilà. Et en fait, février. ils se crament tout seuls, en fait, dans ce documentaire. Et merci à eux, en fait. Merci. Voilà. Mais merci, Géry. Merci à tous. Au plaisir de vous revoir. Moi, je suis sur TikTok, c'est Elma Sillé, si jamais, et sur Facebook aussi. Ben Euh, moi sur TikTok, c'est Jerry of 10, donc tout le monde me connaît. Moi, je fais des lives le dimanche matin parce que j'ai pas le temps le reste de la semaine. Donc le dimanche matin, de 9 heures à midi, Jerry of 10.
et on parle justement, on parle de tous les faits d'actualité et ces choses-là. En même temps, j'en profite pour dire, le mardi soir, on fait un live sur les RDC officiels et le vendredi, c'est sur la MBD, qui est une autre association qui est des mouvements des villes démocrates et qui est là un mouvement populaire, par contre, voilà, qui est quand même assez engagé. Donc voilà, on en profite justement de ces réseaux sociaux puisque ce sont les seuls endroits où on peut encore communiquer pour le moment. Alors je ne sais pas si ça durera longtemps, mais pour le moment on communique là-dessus et on essaye de faire un maximum. Merci Elise à toi. Alors Avec là plaisir. on arrive, je vois, on est à 1h20, donc on arrive, on est à 10 minutes de la fin. Je Bonne soirée vais à tous, hein. donner. Merci Bonne Elise, soirée. à bientôt. Au revoir. Je vais laisser le mot de la fin à Sylvie pour commencer et je donnerai ensuite à Radia par rapport à tous ces problèmes-là. Donc c'est à vous. Vous avez 5 minutes chacune pour pouvoir parler du sujet que vous avez envie. On vous écoute. Alors moi, pour rebondir par rapport à ce qui se passe au niveau des écoles, on a découvert en France qu'ils ont créé un défenseur des droits des enfants et ils vont prendre des mesures. Et encore une fois, les parents et la famille n'est pas mis au courant et surtout n'est pas évoqué et même il est même suggéré que ça serait un environnement nocif pour l'enfant. Voilà. Donc ça, je voulais quand même le préciser. Donc il y Donc a on est vraiment bien d'accord que l'autorité parentale, on essaye quand même de l'effacer. On est bien d'accord là-dessus. Ah mais de toute façon, je veux dire, là aujourd'hui, ils sont en train de nous retirer tous nos droits si on les laisse faire. Donc c'est pour ça que nous, on intervient et qu'on est en train de faire ce qu'il faut au cadre légal, en respectant la loi, en respectant notre légitimité. Et voilà, et que ça va certainement pas plaire, mais tant pis. Donc je vous tiendrai au courant des mesures qui sont engagées. On les Ouais, ouais. continue. On a dû reculer un peu ce qu'on faisait parce que il y a eu des changements au niveau gouvernemental et qu'il fallait attendre une certaine stabilité. Donc là, on a une stabilité qui est quand même très fragile, mais il y a une prise de conscience sur un certain nombre de choses, puisque dans les courriers qui ont été adressés, il y a pas mal de choses qui ont été dénoncées, et il faut savoir que tout ce qui se fait en catimini lorsque c'est dénoncé, ça fait énormément de mal parce que il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de mensonges, mais même dans les sphères politiques et même parmi les hauts fonctionnaires. Donc voilà. Donc je voulais dire. Et par contre, cette question des enfants fait partie des investigations que nous on a menées. Et donc on travaille à attaquer le haut de la pyramide, celle qui nous donne des ordres aujourd'hui. Voilà. Et on a suffisamment d'éléments pour le faire maintenant. Voilà. Et donc tu nous disais tout à l'heure que on est sur le bon chemin. On est sur la bonne voie. Il y a à l'horizon, à plus ou moyen terme, à l'horizon, on a quand même des chances de voir les choses Oui, bouger, changer. que Voilà. parce que tout simplement, tant que toutes les choses se faisaient, comment dire? En catimini, je veux dire, ça pouvait passer, tandis que là maintenant on sait qui fait quoi et pourquoi et comment. Donc là, c'est un peu plus compliqué, pour eux et c'est pour ça que l'information est hyper importante et que lorsqu'on a l'information, il faut la diffuser et puis comme l'a dit, Élise, on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Déjà, nous, les populations, on ne suit pas nos gouvernants. Voilà. Là, aujourd'hui, les gouvernants, je rappelle quand même, entre parenthèses, que toutes ces personnes, enfin, tous les personnes qui gouvernent, là, dans nos pays, sont tous autour de la même table, hein, au niveau du G20, hein. Et il faut aller voir les rapports qui sont faits au niveau du G20. Je veux dire, ils ont même créé leur propre devise, hein. Une seule planète, une seule famille. Voilà notre devise. Je veux dire, ils nous en parlent quand? Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Donc là, il y a quand même une prise de conscience au niveau des populations. Je veux dire, qui vont avoir beaucoup de difficultés à faire suivre. Et puis plus on dénonce ce qu'ils font, et bien plus ça les met en difficulté. Parce que comme je vous dis, ils sont pas nombreux les décideurs. Par contre, ils manipulent beaucoup. Tout est cloisonné. Tout fonctionne par circuit. Et puis il y a surtout ce que tu faisais remarquer tout à l'heure, le fait que ce sont des structures privées. Je veux dire, et ça, c'est anticonstitutionnel. Je rappelle que toutes nos institutions, lorsqu'elles concernent un monopole de services d'État, doivent être républicaines, donc doit être une institution publique.
Voilà. Et validé par les parents, parce que normalement, on doit te demander l'autorisation. Quand on faisait Exactement. des sorties ou des choses comme ça, tu ramenais le Exactement. mot à la maison, signé par les parents. Oui, je suis Exactement. d'accord que mon fils, il parte, machin. Oui, je suis d'accord que un tel ou tel groupe, association vienne présenter machin. C'est un minimum syndical. Et là, en fait, on s'occupe pas trop des parents. Voilà. Bon, bah écoute, c'est super. T'as mis 5 minutes pile, c'est impeccable. Bah maintenant, ça va être Radia. Alors, Radia, pareil, on t'écoute, vas-y. C'est toi qui as le mot de la fin. Bah, le modèle qu'ils essayent de vous vendre en France, qui s'appelle Evars, sort de EdSense, mais EdSense est parti s'inspirer chez l'Evras. Ils n'ont pas été très, très loin, en fait. Juste à décaler juste une lettre. Mais c'est le modèle 2013, en fait. C'est pour ça que je reviens sur les 10 ans, en fait, qui sont passés entre 2013 et 2023. C'était Pourquoi la cette liberté. différence d'ailleurs? C'était Pourquoi la liberté. Evras et Evas? Oui, c'est juste, c'est exactement la même chose. Maintenant qu'on les avait grillés un an en 2023, en fait, on leur a fait perdre 2 ans pour vous mettre le programme. Quand on s'est levé en Belgique, ils l'ont dit dans leur reportage, ils ont perdu 2 ans à 3 ans à vous remettre le programme de l'éducation sexuelle en France. Donc, c'est-à-dire que les manifestations qu'on a faites à Bruxelles vous ont fait gagner du temps, dans le bon sens du terme. Ils l'ont dit, et je vous invite vraiment à regarder le reportage, bien qu'il y ait du fake là-dedans. Le reportage, la fabrique du mensonge sur France 5, France TV, c'est en replay. L'éducation sexuelle, l'école sous pression. Et là, vous voyez comment ils nous présentent. Mais moi, j'ai 1h20 sur ma chaîne Cercle de la Boétie sur le site internet. Je vous ai fait un dossier spécial Evras. Donc, vous allez là-bas et vous avez des datas et vous allez voir des vidéos où on a confronté la ministre, on a enregistré, il y a des audios qu'ils s'attellent certains à effacer. Je les avais déjà téléchargés, je les ai rebalancés sur le site. C'est bien beau. Et donc, du coup, je suis confiante. Moi, je vais les faire tous tomber pour association de malfaiteurs, organisation criminelle. Je vous le dis. Par contre, j'ai besoin aussi, je suis en train de chercher des pénalistes en France qui seraient prêts à me représenter. Pourquoi? Parce que France TV aussi, on va leur demander des comptes pour diffamation publique. Voilà. D'accord. Bah, Donc, là, pour ça, je te dirais de te mettre en relation avec Sylvie, parce que Sylvie, elle connaît quand même pas mal de monde en France qui voilà. sont justement dans des actions juridiques et tout ça. Donc, elle pourra peut-être te On a donner un besoin coup de main. d'aide. Je sais pas, Sylvie, Super. si tu es Alors, dans... je vais te décevoir, le juridique, c'est moi qui le fais. Parce que Hum. entre les avocats qui ne veulent pas parce qu'ils risquent beaucoup, donc ils font pas, et puis les autres avocats qui font pas parce que ben ils suivent ce qui est décidé par le Conseil national des barreaux. D'accord. Et toi, t'es avocate? Non, je suis pas avocate, D'accord. mais le droit n'est pas l'exclusivité des avocats, mais On sait, heureusement d'ailleurs. Mais heureusement. ce qui est déplorable, c'est que là aujourd'hui, on a aussi de toute façon tous les secteurs sont touchés. Et là aussi, on a de sérieux problèmes dans l'instruction concernant le droit. Je veux dire, quand on voit qu'un licencié en Sciences Po, en droit et sciences politiques, utilise des articles de loi de 1940 signés par Pétain et qui sait pas que c'est pas autorisé, que c'est illégal puisque Pétain était reconnu comme un traître à la nation. Je veux dire, ça pose problème quand même. Ou alors quand tu as un avocat qui te sort que le droit n'a rien à voir avec la Constitution. Ça aussi, c'est pas mal. Hein. Hum. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Pour la petite histoire, sachez quand même qu'on a découvert que le Conseil national du barreau de Paris a signé une convention avec le Conseil du barreau de la Russie. Ah, d'accord. Bon, bah, comme ça, moi, ça c'est clair. Il s'est passé au journal officiel russe, mais pas en France. D'accord, très bien. Bon. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, nous allons maintenant mettre fin à notre émission de ce soir. Très content d'avoir nos invités avec qui on a pu parler de pas mal de choses. C'était assez intéressant. Comme je l'ai dit, on tâchera de faire une autre émission, peut-être un peu plus tôt, mais avec beaucoup plus d'intervenants, mais pour qu'il y ait plus une discussion technique sur les choses qui nous impactent. Bon, vous le savez, au niveau de la RDC, on avance tout doucettement. On en a parlé cette semaine. On en parlera la semaine prochaine encore.
Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, je vous rappelle, bien sûr, toujours les sites Internet de la RDC, 3 /6 résistance-6 rdc.com. Pour la MBD, pareil, www.mouvement-6 des mouvement-6 ville-6 démocrate.com. Alors, c'est plus compliqué, c'est sûr, mais bon, voilà. Vous avez le site de Radia qui s'est inscrit toute la soirée, hein, en bas. Donc, vous l'avez noté, j'espère. Vous n'hésitez pas, vous nous envoyez des messages si vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Sylvie, comme d'habitude, toujours notre invitée, il n'y a pas de problème, elle sera réinvitée avec nous, on aura toujours besoin d'elle pour nous donner des éclaircissements sur les problèmes avec le gouvernement et les possibilités que nous avons. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous remercie de votre passage et je vous dis à bientôt sur toujours TV France, TV 484, TVF 484. Merci, bonne soirée à tous et à bientôt. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Ici Londres. Les Français parlent aux Français.